Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de mai. On continue notre petit format mensuel et donc on enchaîne avec le mois de mai. Vous allez voir, ce mois de mai est plutôt un mois calme. Pas beaucoup de jeux, une trentaine de jeux à peu près annoncés d'après nos infos à nous. Par contre, pas mal de petits jeux bien intéressants. On va voir deux, trois petites pépites a priori et un jeu, je pense, qui est très attendu. Et puis, on va voir tout ça tous ensemble. Allez, bah écoutez, on va commencer tranquillement par le premier jeu. Par le premier jeu qui est The Number de chez Repos Productions. Alors, un petit jeu qui arrive de chez Repos Productions. Donc The Number va être un jeu d'ambiance, hein, plutôt très clairement. Donc c'est un jeu qui est donc édité par Repos Productions et l'auteur est Isaki Hayashi. Donc c'est un jeu, vous avez vu par rapport au nom de l'auteur, qui vient du Japon. Hein, donc c'est une localisation d'un jeu japonais dont je n'ai pas le nom au départ. Et c'est un jeu donc pour 3 à 5 joueurs qui vont avoisiner les parties environ de 15 minutes. Quel va être le principe de ce jeu? Et bien en fait c'est un jeu d'ambiance, vous allez voir, assez rigolo. En fait le principe, on va jouer des numéros. Chacun, notre tour, face cachée, on va avoir une petite ardoise ici, là. Et on va écrire un numéro entre 0 et 999. Le chiffre qu'on veut. Chaque joueur va faire ça. Une fois que chacun a fait ça, on va les révéler. Et on va les classer comme ceci, du plus grand au plus petit. Et comment on va marquer des points? Eh bien en fait c'est très simple, celui qui est tout en haut, il va falloir qu'il ait aucun chiffre en commun avec tous ceux du bas. D'accord. Par exemple là, 9, 6, 8, il n'y a pas de 9 dans cette rangée, il n'y a pas de 6 dans cette rangée, il n'y a pas de 8, c'est bon, c'est validé. Là on a le 800, en dessous, c'est bon. Là on a le 722, le 722 il a un 2 en commun, il est éliminé, il ne marquera pas de points à ce tour. Le 346, c'est bon. Et le 222 est forcément bon puisque c'était le plus petit. D'accord. Combien de points tu vas marquer? On va marquer le nombre de points du chiffre le plus haut. Là, c'est-à-dire que celui qui a réussi à faire passer son 968 va marquer 9 points. Lui, 8 points. Lui, il est éliminé. Lui, 3 points. Et lui, 2 points. Le truc, c'est que maintenant, ces chiffres-là, je vais les barrer. Donc là, par exemple, ils ont pris l'exemple du 346. Et il a inscrit 3 ici pour dire qu'il a marqué 3 points. Et on va faire ça 5 manches. Sauf qu'à la manche suivante, il va ne plus pouvoir utiliser le 3, le 4 et le 6 pour former. Ouais. Donc il va devoir former un autre chiffre avec les lettres ici. Et on va le faire 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc 4 fois avec la première manche. Et donc à chaque manche, on va avoir de moins en moins de chiffres évidemment disponibles. Et ben le plus risqué, ça va être essayer de passer, comme a réussi à faire le rouge ici, de faire passer ses 9, etc. pour pouvoir marquer un max de points. Une fois qu'on a fini la manche, on compte les points et celui qui a le plus de points remporte tout simplement la partie. Voilà, c'est un jeu aussi simple que ça. Il y a des petites variantes, évidemment, qui vont avoir lieu avec un x2, des choses comme ça. Je n'ai pas les détails des variantes. Peut-être que si on a pile poil un chiffre exact, ou si on arrive à faire passer des chiffres, si on arrive à faire passer le 999, des choses comme ça, je ne sais pas, voilà. Donc voilà, donc du coup, ça va être un jeu un peu de bluff, de prise de risque, parce que est-ce que je tente de prendre le 9 en espérant que personne ne va le mettre? On peut parler, c'est un jeu d'ambiance en mode je sais que tu vas mettre 900, je vais pas mettre 900, et en fait si, j'ai mis 900, etc. Donc voilà, je pense que c'est un jeu qui peut bien marcher, moi, entre amis et tout. Je pense que c'est vraiment tout bête. Ça fait partie des jeux, je pense qu'il fallait y penser. Et ma foi, moi, franchement, j'ai l'impression que c'est un jeu, ouais, et ils le disent d'ailleurs, bon, évidemment c'est leur jeu, mais voilà, dans la gamme des Just One, d'un Soul Clover ou d'un Seven Wonders, d'un concept des jeux malins, simples et efficaces. Et franchement, pas très cher, on est sur 14,50 € en prix en ligne. Donc on va être sur du 15 ou 16 € je pense en prix boutique avec des ardoises, un petit stylet, tout ça. Et je pense que y a moyen de rigoler dans ce jeu et je pense vraiment de passer un bon moment. Moi en tout cas, c'est un genre de jeu que j'aimerais jouer entre amis pour rigoler tout ça. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire donc sur The Number. On passe au jeu suivant. On passe au jeu suivant, donc de 0 à 1000. Que ça y est, 0 à 100, c'est démodé maintenant. 0 à 1000. Alors, 0 à 1000... Chez le Scorpion Masqué. Chez Scorpion Masqué, tout à fait, qui sortira donc le 5 mai. Qui est édité, dont l'auteur est Antonin Bocara et l'illustrateur Thibaut Courreau. Et en fait, pour ceux qui connaissent 0 à 100, ça va être la même chose. Sauf qu'au lieu de jouer de 0 à 100, on va jouer de 0 à 1000. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on garde exactement la même chose avec des cartes, sauf qu'à la place derrière, les chiffres peuvent aller jusqu'à 1000.
et des questions où évidemment les réponses peuvent aller jusqu'à 1000. En exemple de question, on va avoir quelle est la vitesse en km/h d'un éternuement? Quelle est la vitesse en km/h d'un éternuement? Je crois que je m'étais renseigné, ça, franchement, on s'en rend pas compte, mais je crois que c'est beaucoup, mais alors c'est pas non plus, mais par exemple, je crois que c'est de l'ordre de 90 ou 100 km/h, un truc comme ça quand on éternue. Je croyais que c'était genre 30. Et non, c'est bien plus que ça, il me semble que c'est très rapide. Voilà, combien y a-t-il de M&M's dans un paquet de 1 kg? Voilà, allez, débrouillez-vous avec ça. Donc voilà. Et on garde les mêmes règles que d'habitude. On place en face. On doit se rapprocher du chiffre. Soixantaine. Je sais pas. On doit se rapprocher du chiffre en cours. Et celui qui est le plus proche, les deux joueurs les plus proches ne vident leur carte. Et celui qui était le plus éloigné va piocher une carte supplémentaire. Et le but, c'est de vider tout son paquet. Enfin, qu'il ne en reste plus qu'une, quoi. On a toujours les cartes seconde chance, tout ça. Alors, je vois qu'il y a des bonus différents par rapport. Voilà. Je sais pas ce qu'apporte ce bonus, mais on voit qu'il y a des bonus qui vont être un peu différents. Alors, moi, sachez que 0 à 100, c'est un des jeux qu'on a le plus sorti, je pense, en jeu d'ambiance cette année. En tout cas, il fait partie des must-have chez nous. Donc, je pense que 0 à 1000 intégrera sans problème notre ludothèque. C'est ça. Surtout que 0 à 100, on commence à pas mal connaître les questions et à avoir beaucoup joué. Donc, je pense que ça va nous permettre de renouveler en plus la gamme. Et vu que c'est des questions plus dures, ça va être vraiment sympa, je pense. Donc, nous, ça, c'est vraiment un jeu qu'on va se procurer, ça, c'est sûr, juste pour nous. Et alors... Lumen de chez Lumberjack Studio, qu'on avait déjà présenté. C'est ça, donc Lumen qui va sortir au prix de 27 €, qui est donc édité par Lumberjack, l'auteur Bruno Catala et Corentin Lebras, et illustrateur Vincent Dutré, certains illustrateurs qu'on aime bien. Écoutez, dans Lumen, la meilleure chose que j'ai à vous dire déjà, c'est que si vous avez vu notre vidéo, normalement vous savez tout de Lumen. Si vous avez vu notre live, normalement vous savez tout de Lumen. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, bien évidemment, Lumen, qu'est-ce que c'est? Lumen, ça va reprendre la mécanique de Trek 12, mais ça va être un jeu d'affrontement. C'est un jeu spécifique pour 2 joueurs où nous allons devoir contrôler un territoire qui a été établi en début de partie. Comment ça va fonctionner? Comme dans Trek 12, nous allons lancer 2 dés et nous allons devoir choisir une soustraction, une addition, une multiplication ou quelque chose comme ça. Et le principe, c'est de placer un chiffre. Et ensuite, si on arrive à faire des connexions ou des similaires, par exemple la 2-10, on va pouvoir faire des actions. Si on fait des connexions, on va pouvoir aller se déplacer sur le territoire. Et si on fait des identiques, nous allons pouvoir envoyer des personnages directement sur les territoires. Chaque personnage monstre qu'on envoie ont des spécificités, ont des pouvoirs. Certains ne peuvent pas bouger mais sont très forts, d'autres peuvent se déplacer rapidement. On va pouvoir activer des pouvoirs en faisant les connexions. Au lieu de se déplacer, on peut activer les spécialités de nos monstres. L'un va nous permettre de se téléporter autre part, un autre va nous permettre de tuer un monstre, etc. À chaque fois qu'on va découvrir un petit site comme ça, on va pouvoir en marquer des points de victoire. Et le but, c'est de contrôler les territoires. Chaque territoire a des points. Si on les contrôle en fin de partie, on marque des points supplémentaires. On va aussi marquer des points sur les jetons découvertes qu'on aura réussi, plus des points sur les missions sur chaque territoire. Scénario qui est choisi en début de partie, on a une mission qui est faite. Donc nous, évidemment, c'est un jeu qu'on a bien aimé puisqu'on se l'est procuré à Cannes. Et la mécanique marche bien. On a un peu du mal à faire un assemblage entre la mécanique ici de Trek 12 et le côté contrôle territoire. J'ai un peu du mal à faire le lien, la logique, c'est pas thématique on va dire. Mais à part ça, le jeu il fonctionne vraiment très très bien. On passe un bon petit moment, c'est un bon petit duel. Clairement, c'est un jeu de castagne, hein, donc interaction très forte. Oui, hein. Et voilà, faut pas être ami, hein, là dans ce jeu. Voilà, on va vraiment se battre. Voilà, on va pouvoir recruter des mercenaires et tout ça. Enfin, voilà. Vraiment un bon petit jeu, voilà. Et puis donc, si vous voulez plus d'explications et que vous n'avez pas, je vous invite tout simplement à aller voir notre vidéo de Lumen. Le prochain jeu, c'est Interception de Microgames de chez Matago. Interception, le Microgames du mois. Voilà, vous savez que Matago sort son Microgames tous les mois. Donc là, ce mois-ci, c'est Interception, qui sort donc le 5 mai, édité par Matago. L'auteur, c'est Philippe Gallery, Gabriel Santana et Ingrid Spangler. L'illustrateur, Andrew Bosley et Ingrid Spangler. Très souvent, l'illustrateur et l'éditeur et l'auteur en même temps du jeu. Alors, Interception, c'est un jeu à 4 joueurs. C'est tout.
ça va être un jeu qui va reprendre une mécanique un peu connue. Je sais pas si vous avez joué, je me rappelle plus du nom. Moi en tout cas, quand j'étais jeune, j'appelais ça le Kems. Je sais pas si vous avez joué au Kems ou si vous Moi, appelez non. ça autre part. Vous savez, c'est la mécanique où on devait récupérer des cartes au milieu, les mettre dans sa main, et dès qu'on en avait 4 identiques, on devait essayer de faire Deviner. un code à ton adversaire pour qu'il comprenne que j'ai les 4 cartes, et on devait taper Kems tous au milieu. Ben, Interception reprend un peu cette mécanique, puisque le principe, c'est qu'on va s'échanger des cartes qui sont recto verso avec de l'argent d'un côté, ou alors de l'autre côté, ça va être des journaux, des papiers, voilà. Et le but du jeu, ça va être, en comprenant avec notre adversaire un code, on va devoir s'échanger des cartes, dans le but d'essayer d'avoir les cartes en effet identiques. Et le moment où on sait que c'est bon, grâce à notre code, ça marche. Faut pas se faire griller. Voilà, exactement. Nos adversaires peuvent faire ce qu'on appelle une interception. Déclarer une interception, ça veut dire j'ai gaulé, j'ai trouvé votre code. Et si votre code est trouvé, vous avez perdu, tout simplement. Donc voilà, ça va être un petit jeu comme ça, de bluff, et on va essayer Voilà, c'est un jeu, les parties doivent durer 10-15 minutes à peu près, ils annoncent 20 minutes, bon, peut-être un peu moins, je pense. Et voilà, on va essayer de s'intercepter ces fameux échanges, on va essayer de s'échanger des cartes entre nous, etc. pour essayer de comprendre le code qu'on s'est donné. Voilà, voilà une petite réception. Alors ça c'est un jeu qui sera pas présent sur notre chaîne puisque Bah, ça joue à 4, quoi. voilà, ça se joue qu'à 4, c'est pas possible. Mais ça peut être un jeu sympa. 4 à 4 joueurs. Super. C'est ça. Et ça peut être un jeu sympa entre amis. Voilà, Interception Prochain jeu, The Lost Code, de chez Morito Studio. de Lost Code. Alors The Lost Code, je vais pas y rester très longtemps puisque c'est la 3e fois, je crois, que je le pitch maintenant. On espère que la sortie est bonne. C'est annoncé pour le 5 mai, donc normalement, vu la date de sortie, je pense que cette fois-ci, on est bon. Et qu'il va sortir. The Lost Code, pour reprendre un petit peu quand même, donc l'éditeur c'est Morito Studio, l'auteur c'est Léo Colvini et l'illustrateur Miguel Cumbra. Dans The Lost Code, ça va être un jeu où vous allez devoir faire un jeu de déduction. Donc dans The Lost Code, le principe ça va être, on a ici des jetons qui sont en fait recto verso. On va d'un côté avoir les couleurs et de l'autre les chiffres. Le truc, c'est qu'on va connaître les chiffres de nos adversaires. On voit le dos. Par contre, nous, face à nous, on aura nos propres dominos sans les chiffres. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est l'addition de mes chiffres. Qu'est-ce que ça fait? Et en fonction de ce que ça fait, je vais devoir aller sur mes petits disques ici au milieu et essayer de prédire en fait quelle somme ça fait. Et vous allez voir qu'il y a des disques qui font des différences plus ou moins grandes. On a le petit disque ici, qui en gros celui-ci c'est sûr, le chiffre exact ça va être tant. Et on va avoir le grand disque qui est présent ici, qui va nous donner une marge d'erreur assez grande. Là par exemple, si je choisis ce disque, je vais dire que mon chiffre il est présent entre 17 et 23. Ça me laisse une bonne marge d'erreur. Par contre, vous verrez que si jamais c'est bon, je marquerai que 2 points. Ici, entre 1 et 4, 3 points. Alors évidemment, le disque tourne et on choisit la réponse. Et là, 4 points. Et là-bas, le 1 point, une grande marge d'erreur. Là, on voit qu'on est entre 12 et 21. Et devant nous, on a une petite fiche ici. Et on va pouvoir barrer en fait les dominos qu'on sait qui ne sont pas les nôtres. Déjà, c'est assez simple. On peut barrer tout simplement tous ceux qu'on voit de nos adversaires. Par exemple, si mon adversaire a ce 0 bleu, je sais que je n'ai pas le 0. Donc si moi, devant moi, j'ai un bleu clair, je sais que déjà que mon domino vaut au moins 1. Et on va pouvoir un petit peu essayer de deviner comme ceci, en posant des questions, en jouant avec des dés, en échangeant des dominos, tout ça. Et tout ceci dans le but d'essayer de marquer un maximum de points à chaque tour. Grâce à mes déductions, je vais pouvoir déduire petit à petit quels sont les dominos que je vais avoir. Par exemple, si on me dit que j'ai entre tout ça et qu'on me dit non, l'avantage de jouer avec ça, c'est que je vais pouvoir en éliminer beaucoup d'un coup. Par contre, si je me trompe, je remplace des dominos, donc je ne vais pas pouvoir tout savoir non plus. Donc voilà, The Lost Code, c'est vraiment un bon petit jeu de déduction comme ceci, qui sort, avec un très joli matériel pour le coup, avec un petit prix, je trouve, par rapport au matos. Et voilà, c'est issu d'un Kickstarter, si je dis pas de bêtises au départ. Et moi, c'est un petit jeu de déduction qui me tente bien. Je ne pense pas que vous le verrez sur notre chaîne, à voir. On verra. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça fait partie des jeux de déduction fort intéressants. The Lost Code. Alors, Espic the Palace Wars, donc baston de sorcier au mont du crâne chaud. Donc c'est un jeu, donc l'éditeur c'est Panic Games, et l'auteur c'est Cory Jones. Et ça va être un jeu de combinaison d'affrontement et de gestion de main de 2 à 6 joueurs.
Alors, pour en avoir vu un petit peu quand même, ça va être un jeu où nous allons jouer avec des dés. Et on va se taper dessus, hein, littéralement. C'est un jeu où il y a de l'affrontement pur. Et on va jouer des cartes, voilà, qui sont présentes ici. Et ces cartes-là vont, par rapport aux icônes, en fait, déclencher des bonus, des choses comme ça. Voilà, c'est ce que j'ai à peu près compris dans le jeu. Et donc, on va devoir combiner nos cartes, en fait, pour lancer ce qu'on appelle un sort, un sortilège. On est des sorciers, si vous préférez. Et en fonction du sortilège qu'on va réussir à faire, il va être plus ou moins puissant. Et en fonction, on va faire des dégâts, en fait, en fonction de la puissance de notre sortilège, je vais faire des dégâts. Certains sortilèges vont nous dire de lancer des dés, d'où les dés, et ces dés vont nous permettre de tuer nos adversaires. Hein. Littéralement, le but, c'est de tuer nos adversaires. C'est rigolo comme concept. Ouais, c'est quelque chose d'atypique, voilà. Et donc, on cible, hein, donc c'est vraiment un jeu pur d'affrontement, puisque vous voyez, on va se cibler et on va faire notre incantation. Attention, celui qui aura le sortilège le plus fort sera le dernier à jouer. Donc des fois, on va vouloir faire un sortilège moins fort, mais rapide. Il y a aussi une question de rapidité un petit peu dans le jeu. Donc voilà, c'est un petit jeu de baston, tout ça, voilà. Bon, personnellement, moi, c'est pas ma came de jeu, pour être honnête, voilà, c'est pas plus que ça, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur Epic Spell. Epic Spell Wars. Oh. Alors ce mois-ci, c'est la sortie des jeux de Don't Panic Games, hein, donc un autre jeu de Don't Panic Games qui va être cette fois-ci. Alors ce jeu-là, pour être honnête, moi j'aime pas du tout le style manga un petit peu, mais ça c'est moi. Hein. J'aime pas trop les jeux style un peu manga et tout ça. Par contre, il y a quelque chose qui m'a cheaté dans ce jeu, c'est que j'ai vu les auteurs, c'est la Team Kadama. Et là j'ai dit, ah, attends, Team Kadama, Ludovic Montblanc, Théo Rivière, Antoine Boza, voilà. Bon, on va peut-être regarder d'un peu plus près quand même. Et donc, malheureusement, par contre, j'ai cherché partout, je vous jure que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé plus d'infos que ce que je vais pouvoir vous dire ici sur ce jeu. Bah, on aurait pu lui demander directement. Hein. Les infos que c'est donc un jeu d'affrontement qui va être basé donc sur le fameux dessin animé Fairy Tail. Très honnêtement, je ne le connais pas. Voilà. Et le but, c'est qu'en fait, voilà, ça va être un jeu de prise de risque, de draft et de collection. Et donc, en fait, le royaume donc, de Fairy Tail est en danger. Et on va devoir essayer de le sauver de nos adversaires qui terrorisent la population. On va devoir essayer d'être en gros le héros le plus fort, si vous préférez. Et à nous d'en recruter un max pour faire notre aventure. Donc je pense qu'il va y avoir une mécanique. Et là, je fais que des suppositions parce que j'ai vraiment rien trouvé sur ce jeu. C'est surprenant, hein, un jeu pourtant de Team Kodama et tout ça. J'ai vraiment trouvé aucune info de... Voilà, la seule chose que j'ai là, c'est voilà, c'est ça. Le jeu se déroule en 3 manches. À chaque manche, les joueurs vont recruter des héros. Donc voilà, c'est ce que je disais. On va, je pense, créer notre armée de héros ici en jouant des cartes de notre main. Et on va les envoyer combattre et accomplir des missions. Donc je pense qu'il y a sûrement un côté où on peut peut-être un peu se taper dessus. Et je pense qu'il y a surtout un côté des combinaisons de couleurs, des choses à faire comme ça pour accomplir les missions qui vont être présentes au milieu, ici, là. Donc voilà. Je pense que ça va vraiment être ça la mécanique de base. On voit que, et c'est jeu de collection et de prise de risque et un peu de draft. Donc je pense que les héros, on va les avoir en main, on va pouvoir en sélectionner, puis on va passer à notre adversaire, comme dans les drafts, et ensuite on va pouvoir les jouer. Pourquoi prise de risque? Je ne sais pas. Il doit y avoir des héros plus puissants, des choses qui doivent faire que ça doit être plus ou moins risqué de jouer. Je pense qu'il y a un côté course un peu à la mission, si chacun fait un peu la mission, voilà, pareil. Et voilà. Alors, moi, comme je vous dis, le thème manga, pour le coup, ça m'attire pas. Donc, même si c'est à Team Kadama, c'est pas un jeu qui m'attire. Par contre, ça m'intrigue quand même et j'aimerais savoir mécaniquement ce que ça vaut. Donc, je vais quand même garder un œil sur ce jeu de plus près et voir les retours des joueurs pour savoir. On a l'air quand même d'être sur un jeu complètement familial puisque ça a annoncé des 10 ans. Hein. Donc, je pense qu'on est sur un jeu fait pour voilà, les familles ou des personnages qui sont pas trop joueurs. Ça m'a fait penser un peu dans le style à Teen Titan Go, vous voyez. Alors je pense que c'est pas du tout le même style de jeu, mais par rapport un peu, c'est peut-être un jeu un peu pour adolescents, pas trop complexe, voilà. Je pense que c'est quand même mieux que Teen Titan Go, mais voilà. Mais voilà ce que je peux vous dire donc sur Heroes of Fairy Tail. Voilà. Alors, donc Alone de Sakura, qui est donc un jeu qui va sortir le 12 mai au prix de 18 €. C'est l'éditeur donc de nouveau Don't Panic Games, l'auteur Yota Suzuki et Eyato Ushikiri, et l'illustrateur Yota Suzuki. Ça va être encore un jeu japonais, donc qui nous vient encore tout droit du Japon. Et donc, ce jeu-là, je vais pouvoir vous le pitcher. Et puis surtout, vous allez pouvoir le voir sur notre chaîne
quand on le recevra, puisque l'éditeur va nous envoyer une boîte presse de ce jeu. Donc vous savez qu'on a souvent la chance d'avoir pas mal de boîtes presse. Ben, celui-ci, l'éditeur nous fait confiance. Ça va être la première fois qu'on va travailler avec donc Panini Games. Et donc ce jeu, moi, il m'a beaucoup attiré parce que ça fait partie de ces petits jeux de pose de tuiles. Et les jeux de pose de tuiles, vous savez, moi j'adore ça. J'aime bien les petits jeux où on va venir poser, essayer de voir colonne, ligne, comment on va marquer des points et tout ça. Et donc on va marquer des points, celui-ci, en fonction de comment on va mettre nos arbres, en fait, tout simplement. C'est un petit jeu avec des arbres, tout simplement, et des faunes, des animaux, tout ça. Comment fonctionne la mécanique? Eh bien, en fait, c'est vraiment très simple. À votre tour de jeu, on va avoir, alors ici, c'est pas présent, mais en fait, on va avoir un ordre de tour, et on va pouvoir récupérer des tuiles, un peu comme dans King Domino. Pour ceux qui connaissent beaucoup King Domino, un classique du jeu, vous voyez où on mettait nos ouvriers en 1, puis en 2, puis en 3, et on va venir positionner nos tuiles qu'on avait récupérées. Et bien, on va les récupérer de la même manière. Sauf que, comme dans King Domino, on a chacun notre plateau personnel. On construit chacun notre truc. Là, ça va être un plateau central qu'on va faire. Et sur ce plateau central, on va venir poser des tuiles arbres. Le but, c'est qu'on va avoir des petits jardiniers qui sont présents. Là, vous voyez, c'est nos petits meeples là, qui sont présents ici. À la fin de la partie, on va marquer des points dans la colonne et la ligne où seront nos jardiniers. Et on va plus marquer de points, plus nos arbres seront de la même couleur. Puisqu'on va considérer qu'on a l'allée la plus belle, la plus jolie, si vous préférez. Voilà. Et tout le sel du jeu va être de comment je positionne. Mes ouvriers, mes jardiniers, si vous préférez, vont pouvoir bouger et se déplacer. On va pouvoir récupérer des animaux qui sont placés en début de partie autour. Parce qu'en fin de partie, au final, on va avoir un 6 par 6. Un carré de 6 par 6 qui va être formé. Et à nous de essayer de prendre ingénieusement nos tuiles et nos arbres pour essayer de marquer un maximum de points. Il y a des tuiles objectifs qui sont faits ici. Et ces tuiles objectifs vont se faire en fonction de, pareil, là par exemple, si mon jardinier a eu 2 écureuils, je marque 9 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Si mon jardinier a eu 2 renards, 11 points, etc. Donc voilà, ça va être vraiment un bon petit jeu de collection de poses de tuiles. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, ce style de jeu, voilà, frais, efficace. Les illustrations sont à la japonaise, très simples, très simplistes. Je pense que le thème, pour être honnête, fait partie des thèmes très abstraits. Voilà, et en plus, quand même petit prix hein, pour le petit jeu. Moi, j'aime bien ces gammes de jeux, voilà, tout petits comme ça. Et donc, on vous en dira plus prochainement, puisque dès qu'on le reçoit, on vous le présente sur notre chaîne. Normalement, si tout se passe bien, on vous le présente semaine prochaine, je pense, celui-là. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur À l'ombre du Sakura. Prochain jeu? Ouais. Pacte avec le diable, de chez Yellow. Alors, celui-ci, ça va aller rapide, parce que ça fait partie des gros jeux, et surtout des jeux qui ne m'intéressent pas du tout, dans le sens où ça va être un jeu pour 4 joueurs, encore une fois. Alors c'est rarissime, hein, vous le savez, en général les éditeurs sortent des jeux de 2 à 4, 2 à 5 on va dire. Et donc là c'est un autre jeu de 4 pour 4 joueurs, donc je félicite l'éditeur. Alors Yellow ce n'est pas l'éditeur de base, hein. Yellow Experts, Yellow c'est le distributeur en France et qui le localise, l'éditeur de base c'est CGE. Donc, comme Narak. Voilà exactement, l'éditeur des Ruines perdues de Narak. Donc là on va être sur un bon gros jeu Eurogames, hein, dans lesquels on va devoir essayer de faire mélanger du bluff. On va avoir des rôles asymétriques. Chacun va avoir un rôle différent. Il y en a un qui va essayer d'offrir son âme au diable. Il y en a un autre qui va devoir essayer d'acheter des âmes. Un autre, il va devoir essayer de gagner de l'argent, etc. Les retours ont été très mitigés sur ce jeu, pour être honnête. Ah ouais. Pourtant, les joueurs experts l'attendaient énormément, puisque comme c'était un jeu spécifique à 4 joueurs, les joueurs experts demandent des jeux comme ça en disant enfin un éditeur qui, entre guillemets, a le courage de lancer un jeu pour 4 joueurs. Voilà. Mais du coup, et apparemment, les retours sont assez mitigés. En tout cas, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça va mélanger toutes ces mécaniques-là. Donc, on va être vraiment sur du bon gros jeu. Et voilà, donc, une des principes de base du jeu, ça va être ce qu'on appelle le trading à l'aveugle. Parce qu'en fait, comme on est un jeu à rôle caché, personne ne sait qui est qui. On sait par contre que le diable, lui, veut plutôt des âmes. On sait que l'autre, il veut plutôt ça. Mais d'où il va avoir du bluff? Parce que je vais dire, je vais t'acheter des âmes. Ah, tu veux m'acheter des âmes, alors t'es le diable. Ah oui, mais en fait, autant t'es lui parce que tu veux essayer de faire ci pour faire ça. Voilà. Ça va être un bon jeu comme ça et où on va essayer de se bluffer entre nous. Voilà, on va avoir des dettes, etc. Là, vous voyez, on parle de dettes, de remboursement. Voilà. Bon, c'est pas un jeu que vous verrez sur notre chaîne très clairement. C'est impossible à présenter sur notre chaîne un jeu à 4 joueurs. Hein, voilà. Une place folle. Je sais pas si c'est un jeu qui prend beaucoup de place, mais voilà. Mais donc voilà.
Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur Pâques avec le diable, qui reste quand même à un prix assez cher, en 63 euros pour un jeu de société, ça reste quand même, voilà. Élevé. Et j'ai pas dit, l'auteur c'est Mathieu Scotry et l'illustrateur c'est David Cochard. Ça tourne. Ça tourne, et Édition Kickstarter. action. Et on se l'est pris, non? Alors, ben, Tu l'as pris? ça tourne, je l'ai pris, tout à fait. Et donc, ça tourne va être un jeu que vous allez voir sur notre chaîne. On se l'est procuré. C'est le jeu qui m'a le plus attiré pour le coup. Enfin, voilà, que lui, pour le coup, par rapport à Lone Sakura qui m'avait attiré, c'est lui, celui-ci, par le thème. J'ai dit, pour le thème, je le veux. Moi, j'ai dit, c'est un thème que je n'ai jamais vu dans le jeu de société quasiment. J'ai envie de voir ce que ça vaut. Et puis, un jeu coop, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc, voilà. Ouais, ça fait longtemps. Et puis d'ailleurs, c'est rigolo, vous voyez la boîte, ils ont fait un système de clapet, comme au cinéma, ça tourne et action. Donc ça va être un jeu qui sort quand même à un prix, 40 euros. Voilà, bon, il y a quand même pas mal de matériel dedans. Donc on va être sur l'éditeur, voilà, Lucky Dog Games, c'est l'auteur, c'est Malachiri Rampen. Et donc on va être sur un jeu de coopératif et de collection. Alors, collection, vais rester mitigé sur le côté collection. Le principe du jeu, qu'est-ce que c'est? On est tous une équipe de cinéma. Et on va devoir réussir en gros à tourner notre film, tourner notre scène, tout simplement. Ici, c'est les scènes qu'on va devoir tourner. La partie s'arrête dès qu'on a réussi à tourner 5 scènes. Mais on n'a pas forcément gagné si on a tourné 5 scènes. Comment on gagne à ce jeu? Eh ben, il va falloir réussir à tourner le plus beau film. Parce que vous voyez, en fait, ça c'est la zone médiocre, cette zone un peu rouge foncé. Il faut qu'à la fin de la partie, quand on a fini de tourner nos 5 scènes, on soit au-dessus. Si on est là, on a réussi, et si on est tout en haut, on a tourné le film parfait. Ou alors, et ça m'a fait beaucoup rire, on peut être tout en bas. Et ça, en c'est fait, pas marrant. Et en fait, le film qu'on a fait, il est tellement nul qu'il en est devenu génial. Et on a gagné la partie. Donc du coup, on peut gagner la partie en faisant le plus mauvais film du monde, un bide monumental, mais qui en fait est tellement mauvais que tout le monde l'a regardé. Voilà. Ou alors, voilà, faire le plus haut. Donc ça, c'est à nous de voir notre stratégie. Mais ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a donné envie de jouer. Et moi, clairement, si je joue à ce jeu, j'ai envie de tester de faire le plus nul. Là, je vous le dis d'avance. Et sinon, comment va fonctionner le jeu? Le jeu va fonctionner à l'aide de dés. En fait, on va chacun avoir un plateau personnel avec des personnages qui vont être asymétriques. On va lancer les 6 dés et avec les 6 dés, on va devoir les placer pour faire des scènes. Les scènes, en fait, elles vont nous demander, ici sur ce plateau, d'avoir une configuration exacte. Mettre un dé avec cette phase-là, là. Par exemple, on peut deviner que là, ça serait une configuration comme ceci. Dès qu'on a réussi à faire une configuration, on a tourné la scène. À ce moment-là, la scène vient ici et on l'a faite. D'accord? Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'ici, on a des actions. Là, c'est les scènes qu'on doit faire. Ok? Et on va avoir des actions qu'on peut faire. On va pouvoir aller sur le plateau pour piocher des éléments de décor pour pouvoir créer notre scène. On va pouvoir aller sur le plateau pour piocher des cartes, pour pouvoir changer nos numéros de dés. On va pouvoir aller sur le plateau pour changer la face de notre dé. On va aussi pouvoir aller faire des pouvoirs pour jouer des cartes ID. On a des cartes ID, ces cartes ID, on est en communication limitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on a dans notre main à notre collègue. Par contre, on peut dire, hé, là j'ai une idée qui va être sympa pour le film. Voilà, c'est un peu thématique d'ailleurs, parce que voilà. Et à ce moment-là, si on est d'accord, on sort la carte idée si on fait l'action, et ça nous permet de nous aider en général. Donc voilà, ça va être plein de choses comme ça. C'est un jeu 100% coopératif auquel le joueur actif va placer ses dés. C'est lui qui décide ce qu'il fait, mais on peut discuter ensemble de ce qui serait mieux de faire. Voilà. Il peut y avoir peut-être un petit côté leader, je pense, sur ce genre de jeu, pour les gens qui n'aiment pas le côté leader. Mais ça reste un joueur actif. Ce qui veut dire que si le joueur actif n'est pas d'accord, c'est lui qui décide, point barre des autres. Donc voilà un petit peu ce que ça va être, ça tourne. Donc vous le verrez sur notre chaîne. On va le recevoir quand il arrive. Je sais pas quand, mais dès qu'il arrive. Le 12 mai de base. Probablement la semaine du 18 ou quelque chose comme ça. Voilà, on a envie de vous le présenter. Celui-ci, moi, il me faisait très envie. Et voilà, le thème atypique m'a vraiment attiré. Donc voilà, donc vous le verrez chez nous. Donc la suite Distilled, justement, de chez Matago. Alors, Distilled, en ce moment, les jeux dans le thème de l'alcool ont un peu la cote. Il y en a un peu plus qui sortent. Donc là, on est sur un gros jeu, encore une fois, gros jeu expert. Alors là, niveau prix, on y est aussi. 77 € le jeu. Et là, c'est le prix boutique. Donc je pense qu'on doit être sur du 85 €, voire 90 € en prix boutique. Un jeu à 1,5 à joueur dès 14 ans. Alors, pourquoi ce prix? On va commencer par ça. C'est parce qu'il y a un matos de dingue dedans. Très clairement, je vais vous le montrer. Double Slayer, là, je sais pas. Vous allez voir le matos. Alors, peut-être que ça ne justifie pas tout le prix, mais ça en justifie une partie.
Là, c'est pas Kickstarter. Là, donc là, vous allez avoir toutes les cartes qui sont là. Bon, ça, les cartes, c'est pas ce qui coûte le plus cher, très clairement. Vous allez avoir ici toutes les tuiles ici qui sont des tuiles en carton qui vont être double layer en fait. Donc, en fait, elles vont être... Est-ce que j'ai là? Elles vont aller rentrer dans ce plateau-là ici et elles vont pouvoir se poser. Mais surtout, mais en fait là on le voit pas, je sais pas si j'ai des photos. Il y a en fait un insert dedans, un game trace assez dingue. Donc là vous avez ici tous vos plateaux double couche. Ok, vous allez venir même vos cartes, vos cubes, etc. Bon, j'aimerais avoir une photo. Les médailles elles sont pas comme ça, elles ont une vraie forme de médaille. Le plateau ici il est pas comme ça. Bah là, il y a une petite photo sur le Ouais, Bloom, mais comme ça. on voit rien. Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dedans, il y a un game trace totalement hyper ergonomique pour tout ranger. Et toutes les ressources ne sont pas des petits cubes, des petits machins. Toutes les ressources sont en 3D. Enfin, vous voyez travailler et tout ça. Et donc, quel va être le principe de Distilled? Dans Distilled, ben, vous allez donc distiller de l'alcool, hein, tout simplement. On va fabriquer de la vodka, du gin, du whisky, etc. Du rhum, évidemment. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, on va avoir une rivière de cartes, ici. Et cette rivière, on va pouvoir acheter des cartes. On va acheter des cartes pour faire des recettes. Ces recettes d'alcool, nous allons pouvoir les composer sur notre plateau personnel. Le plateau personnel, là, ouais. Bon, là en tout cas, c'est la rivière de cartes. Ici, on va avoir des cartes qu'on va pouvoir acheter, mais sur cette rivière-là, on ne peut en acheter que 2. Ici, c'est la rivière de base, c'est tout ce qu'on a besoin. En fait, ici, là, si on traduit, ça c'est la levure. Ici, il y a le sucre. Là, c'est ça le sucre, je crois. Voilà. Oui, parce que c'est l'eau. Hein. Chaque personnage a aussi une recette secrète. Donc, vous allez ici pouvoir acheter vos cartes. Et le but, c'est de faire un maximum de recettes, en fait, hein, tout simplement. Quand vous allez faire des recettes, vous allez pouvoir dire, prendre la petite plaquette et la mettre sur votre truc personnel, votre plateau personnel, pour dire, bah voilà, ça y est, maintenant, cette recette, je sais la faire. Mais je peux aussi avoir l'option de dire, j'ai envie de faire la faire mûrir. Et à ce moment-là, si je la fais mûrir, vous savez, je fais travailler mon alcool plus longtemps, mais je pioche une carte que je n'ai rajoutée dans ma recette. Cette carte va pouvoir me dire, bah maintenant, votre recette, elle vaut plus cher et je vais pouvoir la vendre pour gagner de la thune. Ou alors, cette recette va vous rapporter plus de points de victoire. Le but du jeu, c'est de faire un maximum de recettes pour marquer un maximum de points de victoire, tout simplement. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, on est sur du bon gros jeu expert, mais voilà, c'est un jeu, moi, qui m'a vraiment beaucoup tenté, j'aimerais pouvoir me le procurer. Malheureusement, le prix, pour l'instant, me bloque littéralement, c'est juste pas possible, mais peut-être, plus tard, quand on l'aura un peu moins cher, ou que si j'arrive à le trouver d'occasion, ou quoi, c'est un jeu qu'on pourra vous présenter sur notre chaîne, parce que c'est vraiment un jeu que j'aimerais vous présenter, parce que moi, il a que des mécaniques que j'aime, et en plus, le thème de l'alcool me plaît bien, pour être honnête. Et j'aime bien fabriquer, voilà, où on fabrique. On va avoir les médailles ici, les médailles, c'est des sortes d'objectifs, en fait, qu'on peut me faire quand on marque des points de victoire supplémentaires. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Distilled, qui est donc un jeu dont l'auteur c'est Dave Bake et l'illustrateur Eric Evanson. Prochain jeu, Oui. Cryptid, légende urbaine de Shaori Games. Cryptid, légende urbaine. Alors, pour ceux qui connaissent Cryptid, ça reprend juste le thème, d'accord? Pas du tout la mécanique de Cryptid de base. Cryptid, légende urbaine, ça va être Cryptid à 2, d'accord? Ce n'est pas une suite, ce n'est pas un reprendre mécanique à 2, ça va être un Cryptid fait pour 2 joueurs, mais ça n'a pas du tout la même mécanique que Cryptid de base. La seule chose qu'ils ont gardé, c'est que cette fois-ci, il y a un joueur qui va jouer le scientifique, et un joueur qui va jouer la bête, la fameuse cryptide. Voilà. Le but de la cryptide, ça va être de s'évader, de réussir à s'évader, tout simplement. Le but du scientifique, ça va être de retrouver le cryptide avant qu'il ne s'évade. Voilà. Comment va fonctionner le jeu? En fait, c'est assez simple. Vous allez à votre tour avoir ces tuiles, ces cartes, c'est même pas des tuiles, hein, qui vont représenter en fait des quartiers, des rues si vous préférez. Ces petits cubes-là vont être la mécanique du jeu pour savoir où se trouve la bête, où se trouve la cryptide. D'accord? Le principe, comment ça va fonctionner? À votre tour de jeu, vous allez poser une tuile et vous allez avoir des actions qui vont vous permettre de déplacer ces fameux cubes. Vous allez pouvoir les déplacer en diagonale, par exemple, tous comme ceci, ou alors tous comme ceci, ou alors un comme ça, enfin voilà. Vous allez pouvoir organiser un petit peu votre truc, et en fonction du nombre de cubes qui seront présents sur les côtés ou pas, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des jetons présence. Présence, ça veut dire que le cryptide, il y est.
comment le cryptide il gagne? Le cryptide il gagne s'il a un jeton présence tout à gauche et tout à droite du quartier. À ce moment-là, il est tellement partout que le scientifique ne peut pas le trouver, il a gagné la partie. Comment le scientifique gagne? Le scientifique gagne quand il reste plus qu'un seul jeton présent. C'est-à-dire que le cryptide, il est qu'à un seul endroit. Forcément, s'il est qu'à un seul endroit, je sais où tu es. Je t'ai trouvé, j'ai gagné. Voilà. Voilà comment va fonctionner le jeu. Et après, voilà, c'est une petite mécanique où on va déplacer des cubes et en fonction de comment je les déplace et du nombre que j'ai, je vais pouvoir venir poser des jetons présence ou en enlever pour le scientifique. Donc ça va être juste un petit jeu totalement abstrait en fait où on va organiser nos cubes de certaines manières. Voilà. Et les deux rôles sont évidemment asymétriques. Et donc l'auteur c'est Ruth Wieber Al Duncan et l'illustrateur Kwanchai Moriba. Voilà, mais alors attends, j'insiste fortement pour ceux qui ne connaissent Cryptid, ce n'est pas Cryptid de base, c'est vraiment un autre style de jeu quand même. Ils ont juste gardé le nom et le style thème, voilà. Le thème, ouais. Un peu comme Splendor et Splendor Duel, ce n'est pas tout à fait le même jeu. Voilà. Prochain jeu, Focus. Focus. De chez Old Shop Games. Un petit jeu en effet d'un éditeur qui n'a pas sorti énormément de jeux pour être. C'est ceux qui ont fait Complice. Ils aiment bien faire des jeux à deux. Donc l'auteur c'est Antonin Bocara, donc pas n'importe qui quand même, et Romaric Gallonier, et illustrateur Simon Caruso, un illustrateur que j'aime bien aussi. Et Focus va reprendre une mécanique en fait de Codename ou de Similo ou de Marche du Crabe. C'est-à-dire qu'on va avoir en fait des tuiles, si vous préférez, des cartes, qu'on va devoir essayer de faire deviner à notre adversaire. On a chacun ce qu'on appelle un... Je sais plus le nom du... Comment ça s'appelle c'est un objet, mais ils lui ont donné un nom. C'est un... une pièce à conviction. Chacun a une pièce à conviction à lui qui va devoir faire deviner à l'autre. Mais comment on va le faire deviner? En fait, vous allez avoir un tableau de 4 cartes, pas 4 cartes, ou de 5 cartes par 5 cartes, je ne sais plus précisément, plus 4 cartes sur le côté. Toutes ces cartes sont attribuées, on vous a attribué de manière secrète un objet. Par exemple, là, on va dire, moi, je sais que je suis le violon. Et Gaëlou, celle qu'elle a eue, elle sait que c'est le parapluie. Il ne faut surtout pas que je prenne l'objet de Gaëlou et que Gaëlou prenne le mien. Et on va devoir faire comprendre à notre adversaire, enfin notre allié, puisque c'est un jeu coopératif, que moi j'ai le violon et elle va devoir faire comprendre qu'elle a le parapluie. Et comment faire comprendre? En prenant les autres cartes. Par exemple, elle a le parapluie, elle pourrait prendre le chapeau pour dire j'ai le chapeau, je me protège par rapport au parapluie. Ou alors elle pourrait prendre une rose, parce qu'une rose c'est rouge et le parapluie là il était rouge. Voilà. À notre tour de jeu, ça va être juste de prendre une carte et la poser devant nous. Et petit à petit, on va venir construire un peu notre raisonnement, si vous préférez. Pour expliquer à la personne, essaye de comprendre ma logique, pourquoi j'ai pris ces 3 objets, qu'est-ce qui fait qu'ensemble, ça veut dire que c'est celui-là. Et on gagne la partie tout simplement quand on a trouvé les 2 objets en fait. On a perdu la partie à tout moment si l'un des 2 joueurs prend l'objet de la personne, évidemment. Voilà, et c'est juste un petit jeu comme ceci, où on peut faire varier la difficulté. Après, il y a des variantes plus ou moins difficiles, etc. Mais voilà, la base du jeu, ça va être ça. Ça va être juste un jeu d'association d'idées. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Focus. Le prochain jeu est Mind Up de chez Catchers Games. On a eu la chance d'y jouer à Cannes. Mind Up, oui, donc on a adoré. Que je vous avais déjà pitché au retour de Cannes. Mind Up, donc, qui est un jeu dont l'auteur est Maxime Rambourg et l'illustrateur Christine Algouf. Et Mind Up va reprendre un peu une mécanique de 6 qui prend, si vous préférez. Parce qu'en fait, à votre tour de jeu, vous allez avoir un petit plateau personnel auquel vous allez pouvoir mettre des cartes. Sauf qu'en début de partie, vous avez juste des cartes en main. Sur ces cartes, vous avez décidé d'en jouer une. Les cartes, elles ont juste des chiffres. D'accord? Elles vont de, je crois, de 1 à 62, quelque chose comme ça. Une fois qu'on a tous choisi une carte, on la révèle et on les classe dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite. Et chaque carte se retrouve associée à quelque chose, à une couleur en général. Et à ce moment-là, je vais venir gagner la carte qui était à côté. Par exemple, pour essayer de me faire comprendre. Ici, admettons que ça c'était une colonne. J'ai un 10 et un 17. Et admettons qu'ici j'ai le 35 et ici, vu que c'était un au-dessus, j'aurais eu le 15, on va dire. Celui qui a posé le 10 va récupérer le 15. Et celui qui a posé le 17 va récupérer le 35. Sauf que les cartes qu'il récupère, il ne va pas venir les mettre dans sa main. Il va venir les mettre sur son petit plateau personnel et il va faire des collections de cartes. Des collections de couleurs.
Sauf que sur notre plateau personnel, il y a déjà écrit 0, 1, 2, 3, 4, ou alors par exemple 4, 0, 1, 2. Et ça, c'est le nombre de points que vaut par carte ma collection. Donc les cartes où j'ai 0, je vais pouvoir mettre une collection où j'ai rien. Où je vais mettre des cartes et une fois que j'ai cette carte, je ne veux plus en vouloir de cette couleur. Par exemple, si j'attribue le violet sur le 0, maintenant je ne vais plus voir violet puisque tous mes violets valent 0. A l'inverse, si j'attribue le orange à 4 points, je vais essayer de récupérer un max d'orange. Et là où est tout le sel du jeu, c'est qu'on ne sait toujours pas ce que va jouer notre adversaire. Et un peu comme dans 6 qui prend, on pense qu'on va avoir la carte qu'on a visée. Et là, pas de chance, notre adversaire a exactement sorti la carte qu'il fallait. Voilà. Les cartes ont aussi des bonus. Là, vous voyez ici, par exemple, cette carte de base, elle me rapporte 1 point de victoire. Cette carte de base, elle me rapporte 2 points de victoire. De base, cette carte-là, elle me fait perdre 1 point de victoire. Voilà. Et donc, en fait, ça va être juste un jeu où on va faire notre petite collection. Et à la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire remporte. Ça se joue vraiment très rapidement. Ça se joue en 20 minutes. C'est vraiment très très bien. Ils disent à partir de 3 joueurs, très clairement, oui, il faut être 3, même je conseille plutôt d'y jouer à 4 ou 5, c'est encore plus drôle. On y a joué à 4. Ouais, on y a joué à 4 et ça fonctionne vraiment hyper bien. Je pense que c'est aussi un jeu qui peut vraiment très 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 bien marcher. Et moi, voilà, c'est peut-être un jeu qu'on se procurera aussi juste pour nous, pour le plaisir. Parce que moi j'aimais beaucoup la mécanique que 6 qui prend et c'est un jeu qui ressemble un peu à ça et qui est vraiment très très sympa. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur Mind Up. On passe au 19 mai. La guerre de l'anneau, le jeu de cartes de chez Nuts Publishing. Alors, un jeu à deux, encore une fois, La Guerre de l'Anneau, le jeu de cartes, qui va donc être édité par Nuts Publishing. L'auteur, c'est Ian Brody. Illustrateur, c'est Antonio De Luca, John Oxton et John O. et Matteo Maschi. Très peu d'infos sur ce jeu. Ça va être un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Pour moi, c'est le genre de jeu qui se joue à 2 joueurs, pour être honnête, parce qu'on va être un jeu de duel, on va se taper dessus. Qui est parfait en duel. Voilà, il y en a un qui va jouer les gentils, qui va jouer donc Frodon, Gandalf, etc. Et l'autre qui va jouer le côté Mordor, avec donc les Nazgûl, Sauron et tout ça. Et le but de ce jeu, c'est très clairement de se fight, de se battre. Et on va essayer de tuer notre adversaire, tout simplement. Voilà. Donc en fait, ça va se présenter comme ceci, où ça va être un peu un... On va essayer de contrôler des territoires. Là, vous voyez, là, bon, voilà, la tour de Saruman et tout ça. On va jouer des cartes. Notre tour, c'est tout simplement jouer des cartes, jouer des effets. Avec ces effets, je vais pouvoir piocher des cartes pour pouvoir tuer notre adversaire. Sachant qu'on a deux rôles différents. Le Mordor, lui, il va essayer de soudoyer Frodon pour le faire craquer, le faire lâcher l'anneau. Alors que nous, on va essayer d'accompagner Frodon, évidemment, pour qu'il aille jeter cet anneau dans la fameuse montagne du destin. Donc voilà, on va avoir des decks plus ou moins asymétriques. Et on va jouer des cartes à chaque tour, activer des effets, embêter notre adversaire, se taper dessus, contrôler des territoires, etc. Jusqu'à que l'un de nous deux, en fait, remporte la partie. Alors, j'étais un peu déçu des illustrations. Ouais, excuse-moi, ça c'est censé être Gimli, quoi. Ah oui, mais moi j'ai pas la ref. Gimli, quand même, un peu déçu des illustrations, quand même. Parce que pour le Seigneur des Anneaux, je m'attendais à quelque chose de mieux. Voilà, même je l'ai là, déjà vu plein de fois, mais les Nazgûl, le Chevalier Noir, j'ai été un peu déçu des illustrations, pour être honnête. Voilà. Après, par contre, c'est Seigneur des Anneaux, ça parle, vous pouvez aimer ça, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a Autobahn de chez Intrafin Games. Ceci te tente beaucoup? Ouais, mais il y a beaucoup de gros jeux qui me tentent. Alors celui-ci est plus raisonnable en prix Autobahn et c'est un jeu expert, donc voilà. C'est un jeu sur lequel nous allons faire notre autoroute. Mais notre autoroute dans l'Allemagne. Nous allons fabriquer l'autoroute allemand, tout simplement. Alors ça fait penser un peu à un jeu avec les trains, puisque là ils ont remplacé les trains par les autoroutes, mais c'est un peu le même style de mécanique auquel il va falloir essayer de faire notre réseau d'autoroutes, tout simplement. Ça va être un jeu donc qui est édité par Intrafin. L'auteur c'est Fabio Lopiano et Nestor Mangon. Et l'illustrateur c'est Javier González Cava. Et dans ce jeu, en fait, vous allez fabriquer donc votre autoroute et il va y avoir plein de mécaniques qui vont se mélanger en fait dans ce jeu. Les mécaniques principales vont être le ping and delivery et la gestion de main. Pourquoi ping and delivery? Parce que vous allez avoir des camions qu'on voit représentés là, un peu ici, là, et que normalement qu'on voit ici, voilà, là on en voit un de camion. Et on va devoir prendre quelque chose à un point A et le déplacer et le livrer à un point B.
Gestion de main, pourquoi gestion de main? Parce que nous allons jouer des cartes et ces cartes vont nous permettre de faire des actions. Le principe, c'est qu'on va avoir ici des ouvriers, des investisseurs qu'on va devoir essayer de faire monter pour que nos autoroutes, elles nous rapportent quoi? Les autoroutes, ça rapporte de la thune, hein. Les péages, il faut les payer. Ah, Vinci. Voilà. Et le principe, en fait, c'est qu'on va jouer une carte d'une couleur et souvent, ce qu'on va pouvoir faire, c'est construire une autoroute sur une carte de la couleur. Et on va venir construire rapidement notre réseau dans le but d'essayer de livrer d'un point A à un point B. On va avoir des actions qui vont nous permettre de livrer tout simplement enfin déplacer nos camions quand on va faire des choses. On va avoir des cartes, de base un peu et on va pouvoir les améliorer un peu comme dans un Arc Nova où on va pouvoir retourner la carte et l'améliorer. Ça va être un peu le même principe, sauf que cette fois-ci on va pas la retourner, on va avoir des nouvelles cartes qui vont nous permettre de les améliorer. Et alors, je vous passe toutes les actions possibles, hein, on va avoir plein d'actions possibles à notre tour. Et comme on marque des points, il faut réussir à monter nos ouvriers là-haut. Plus on les monte en haut, là dans la zone jaune, plus à la fin ça fait marquer des points de victoire. Et c'est, je crois, le seul moyen de marquer des points de victoire dans ce jeu. C'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, les jeux de construction de réseau, tout ça, ça me parle beaucoup. Ça se joue en 3 manches. Et voilà, là, vraiment, ça m'intéresse bien. Vous savez que les gros jeux, je rentre pas dans les détails des règles parce que sinon, je vais y passer 100 ans. La nuit, ouais. Mais voilà, moi, c'est sûrement quelque chose que je vais essayer de me procurer. À voir quand, évidemment, mais celui-ci, c'est pas impossible que vous le voyez sur notre chaîne parce que bah, ça m'attire vraiment. Moi, ça m'attire vraiment beaucoup ce jeu. Voilà. Donc, Autobahn. Tel Mort de chez Synapsis Games. Alors, ce jeu-là, c'est aussi pas la première fois qu'on vous en parle. Tell Me More, donc un jeu d'ambiance. On revient sur les petits jeux d'ambiance qui m'attiraient bien, moi. Il y a beaucoup de jeux qui m'attirent en ce moment. C'est un petit jeu coopératif dans lequel on va créer notre histoire, en fait. Mais voilà, mais là où c'est particulier, c'est qu'en fait, voilà, c'est écrit un mot pour mot, je vais pas vous inventer la chose. On va s'inspirer d'un scénario pour créer une histoire. Et on va devoir utiliser des mots-clés pour nous guider dans le processus de la création de notre histoire. Le principe, c'est qu'en fait, on va avoir en fait, la petite boîte ici, là, ça se voit pas bien, mais ici, c'est coupé et ça s'ouvre sur le côté, comme ceci. Et sur le côté, il y a des mots-clés. Et sur ces mots, on va devoir inventer une histoire. Par exemple, je vous en dis rien, il va y avoir parasol, plage, barrage, etc. Et on va devoir créer une histoire, tout simplement. Donc c'est un jeu totalement pour Gaëlou, qui adore s'exprimer, imager, tout ça, voilà. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui se joue en 2 minutes. Par exemple, voilà, pour créer une histoire, avant de lire les questions, que faisait-on au moment du choc avec l'iceberg? À bord de quoi avons-nous quitté le navire? Laquelle nos affaires a-t-on voulu à tout prix sauver? Donc avec ces 3 questions, on va inventer une histoire. Donc voilà, à nous d'utiliser notre imagination. C'est pas un jeu où il y a des points, etc. Par contre, on peut essayer d'avoir des réponses communes, parce que chacun va inventer son histoire, et on peut voir si on a eu les mêmes idées. Voilà. Ça fait partie de ces jeux, je pense, on rigole, on s'amuse, on crée une histoire, on s'en fout totalement de qui a gagné ou perdu, et on est juste là pour rigoler et passer un bon moment. Voilà. Voilà, Tell Me More. Moi, c'est un jeu que ça me plaît bien, mais Gaëlou n'aime pas trop les jeux où il faut parler, s'exprimer. Donc voilà. Et ben, jeu suivant. Alors, là, on passe au 26 mai. Nutty Business de chez Studio H. Alors, ben ça, c'est pareil. Donc, chez Studio H, qui est un peu le même format que Suspect, pour ceux qui connaissent Suspect. Donc, je pense que c'est plus petit, hein, quand même, comme paquet. Oui, je pense un petit paquet. Qui va sortir au prix de 17 €. Donc, l'auteur, c'est Alain Rivollet, illustrateur Christine Alcouf. Et, elle est encore là. Ouais, elle est encore là. Je sais plus ce qu'elle faisait, mais elle est là encore. Et alors, ben là, ça va être un jeu, en fait, on va avoir chacun un deck de cartes. Et le but du jeu, c'est de gagner un maximum de noisettes. Les noisettes sont là. Et comment on va gagner ces noisettes? En fait, devant nous, vous voyez, on a 2 cartes qui sont posées. Et à notre tour de jeu, on va poser une carte sur l'une des 2 faces visibles et on va les activer toutes les 2. Et en les activant, ça va nous faire des actions, des choses qui vont nous permettre de gagner des noisettes, tout simplement. Je n'ai pas d'autre explication à vous dire. Voilà, par exemple, je ne sais même pas ce que veut dire cette icône. Mais voilà, j'imagine qu'il y a une histoire où on peut voler. Comme on est un peu dans le monde de la mafia et tout ça, je pense qu'on va pouvoir se voler les noisettes entre nous. Je pense qu'on va pouvoir se voler des choses entre nous, voilà, etc. Et c'est un petit jeu, je pense, qui va être malin, efficace. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Il n'y a rien du tout sur ce jeu niveau info. C'est assez horrible. Les seules infos que j'ai, c'est ce qu'il y a écrit là. Voilà. Et j'ai cherché sur le site officiel partout, j'ai pas trouvé d'autres. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a de la mécanique, c'est qu'on a 2 cartes posées. On va en jouer une sur les 2 faces visibles. Et ensuite, on va activer mes cartes.
Et ces cartes vont me permettre de récupérer des noisettes. Évidemment, je pense qu'il y a un côté un peu jeu à moteur et surtout intelligemment, puisqu'on doit avoir les mêmes cartes et dans quel sens je les joue et comment je les joue. Voilà, je pense que ça va être ça le jeu. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Naughty Business, qui par contre, très franchement, ça a l'air d'être un petit jeu assez sympa, assez intéressant. Voilà. Et il sort donc le 26 mai. Je suis assez surpris. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis mauvais dans ma recherche d'infos, mais sur ce jeu-là, c'est pareil. J'ai très peu d'infos de l'éditeur. Pareil, même sur le site officiel, j'ai pas de livret de règles, j'ai rien. Donc, dans les royaumes sauvages, chaque joueur va incarner un grand seigneur, une maison, si vous préférez, et on va devoir lutter contre nos rivaux. Donc là, on va avoir un jeu de majorité, puisqu'on va devoir avoir, je pense, une sorte de contrôle des cartes de territoire, et gestion de main, puisqu'évidemment, on va jouer des cartes. Et donc voilà, contrôle de territoire, comme je vous ai expliqué. L'auteur, c'est Steven Aramini, l'illustrateur Michael Koffer, Danny Devine, Cathy Grayson et Jeff Wallace. Et dans ce jeu, je peux pas vous en dire grand-chose, je suis vraiment désolé. Ça a l'air d'être un jeu familial, parce que c'est annoncé dès 8 ans. Donc je pense que c'est un jeu, un peu mon premier jeu d'affrontement, un peu, voilà. C'est annoncé pour 45 minutes, et je vais être très honnête avec vous, je voudrais pas vous dire de bêtises, je ne sais pas comment fonctionne le jeu. Je n'ai pas trouvé de règles, de mécaniques sur le jeu. Peut-être que ça va arriver, peut-être que c'est un peu tôt, comme ça sort que dans un mois, pour avoir les infos, je ne sais pas. J'ai pas trouvé sur BGG le nom en anglais, si le jeu existe en anglais. Donc je ne l'ai pas retrouvé sur BGG. Mais en gros, on va avoir des territoires ici, là vous voyez, on a sûrement 5 territoires. On va sûrement devoir poser des cubes, des choses qui vont faire le contrôle des territoires, hein, j'imagine. Comme ça me fait penser à 5e empereur. Là, je crois. Ouais, un petit peu, ouais. C'est ça. Un petit peu, là on voit qu'il y a des chiffres, je sais pas ce que signifient ces chiffres. Tu vois? Est-ce que c'est des points de victoire, des choses, voilà. Donc voilà, alors, on va jouer, je pense, des cartes là comme ceci qui vont faire un peu la puissance de nos territoires. Alors là, je fais que des suppositions, hein, mais je pense qu'on va jouer des cartes ici qui vont faire un peu la puissance. Là, c'est clairement comment on va contrôler nos territoires, les cubes. Et alors, par contre, c'est marrant par rapport à là, il n'y a pas les chiffres, tu vois, c'est pas la même chose quand même. Parce que là, tu vois, quand tu regardes là, tu as le plateau, c'est pas tout à fait le même. Là, on a des chiffres. Ah, mais peut-être c'est à rajouter en fait dans les cases là, tu vois. Ah oui, bah oui, on a les chiffres, oui. là, on va mettre nous-mêmes nos chiffres. Ouais. Bon, je voudrais pas vous dire de bêtises, je vais pas vous dire quelque chose et inventer des règles, je ne connais pas les règles. Il pourrait être auteur. Hein. En tout cas, c'est un jeu, pour être honnête, qui m'intéresse aussi. Bon, évidemment, on va pas se le procurer parce que ça ferait trop de jeux et sinon voilà, mais ça reste un jeu, je pense, qui a l'air intéressant. Je pense que d'autres personnes le présenteront, celui-ci, on va laisser notre chemin sur celui-là. Ensuite, Mission Super Pas Possible de chez Ori Games. Alors, Mission Super Pas Possible, ça va reprendre exactement la même chose que Mission Pas Possible en un peu plus dur, en gros. Qu'est-ce que c'était Mission Pas Possible? C'était un jeu, en fait, sur lequel vous deviez... Donc, dans Mission Pas Possible, je vous explique Mission Pas Possible, c'est exactement la même chose, mais en un peu plus difficile. Hein. Le principe, c'était... on avait des bombes, et on devait les désamorcer. Sauf que vous voyez, on a une tablette, une application, on lance, on a 10 minutes. Donc le jeu va durer 10 minutes. Donc vraiment très stressant. On va avoir des dés qui sont dans un sac. Et on va lancer les dés, les mélanger, et on va les lancer. Et ces dés, on va devoir venir les poser sur nos cartes. Et voilà, vous voyez, c'est très simple. Là, il y a un 4, il faut mettre un chiffre plus petit, et après un chiffre encore plus petit. Donc là, par exemple, j'ai un 3 pack, je prends le 3, je viens le mettre. Ici, là, par exemple, il faut mettre des dés identiques. Ici, il faut mettre des dés de même couleur. Voilà, 2 dés de même couleur. Ici, 2 dés de même valeur. Et à chaque tour, les dés qu'on a lancés, on doit tous les prendre et les placer. Si on a réussi à tous les placer, tant mieux, on continue, on relance les dés. Dès qu'une carte est complète, on a désamorcé une bombe. Et en début de partie, on s'est fixé un objectif. En 10 minutes, il faut qu'on arrive à désamorcer 3, 4, 5, 6 bombes. Ça, c'est en fonction de la difficulté qu'on a voulu se mettre. Si à un moment donné, on a un dé, on ne peut pas le placer. Ben, c'est une pénalité. Et du coup, ce dé devient un sabotage. Sabotage, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si c'est un dé jaune, ben, on doit chacun tous enlever un dé jaune d'une bombe qu'on avait placé. Ou si c'était avec le chiffre, ça va être chacun doit enlever le chiffre indiqué. Voilà. Et on recommence, et ainsi de suite. Et c'est un jeu très frénétique. On lance, on attaque, on recommence, on attaque, jusqu'à qu'en 10 minutes, on ait désamorcé les fameuses bombes. Voilà. Et bien, Mission Super Pas Possible, ça va être la même chose, avec des difficultés différentes. On va devoir faire des piles, voilà, en fonction de certains, pour les empiler. Et alors, attention, il faut faire des piles. Si jamais un maladroit vient mettre un coup et tout tomber, et ben tout ce qui est tombé, vous les remettez pas dessus. Non, non, tout est perdu, vous les remettez dans le sac.
Donc il ne faut pas jouer avec des maladroits. Donc autant vous dire qu'il ne faut pas jouer avec Gaëlou. Non, voilà, c'est vraiment un jeu d'ambiance. Il ne faut pas jouer bourré, hein, parce que sinon ça va mal se passer pour vous. Et je pense que ça peut être très rigolo et bien sympa. Vous pouvez lancer des challenges en mode on joue à 2 contre 2, on va voir lequel de nous deux va être le meilleur. Le premier le fait, en 10 minutes on voit combien il en a fait, l'autre, etc. Enfin, voilà. C'est vraiment, ça a l'air sympa. Voilà, un bon petit jeu, voilà, rapidité, déduction, voilà. L'auteur c'est Kane Klenko et l'illustrateur c'est Joe Casper et Chris Ostrowski. Voilà, pardon. Voilà. On a Black Orchestra de chez Matago. Alors, Black Orchestra, c'est. Alors, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est un jeu assez attendu. Ça va être un jeu donc de 1 à 5 joueurs, alors dans un monde Hitler. Voilà. En gros, on va remonter le temps et on va participer à la chute du Troisième Reich. Ok. Et évidemment son leader qui était Hitler. Donc la chute d'Hitler. Donc voilà, ça va être. Et c'est un jeu coopératif. Donc on est tous ensemble. Et le principe, ça va être de faire des missions, des choses ensemble pour tout simplement essayer de faire tomber ce fameux Hitler. Voilà. Il va y avoir de la programmation, une sorte de campagne, puisqu'évidemment on va vivre une histoire, de la coopération, je vous l'ai dit, et des dés, puisque sinon c'est pas drôle. L'auteur c'est Philippe Dubarry, illustrateur Dan May et Luca Soriano. Donc voilà, à notre tour de jeu, nous allons voir plusieurs actions qui vont être possibles. On va pouvoir se déplacer, chercher des objets et lancer des dés. Et les dés vont nous permettre de gagner des actions supplémentaires. Voilà. C'est pour ça qu'il ne m'intéresse pas, moi, le thème perso. C'est le thème Hitler, guerre mondiale. C'est vraiment le thème qui me bloque, moi, sur ce jeu. Et donc, voilà, on va devoir essayer de contrôler. Là, on va avoir une piste de soupçon, ici. Il va falloir la contrôler pour pas qu'on nous soupçonne trop, pour qu'on ait infiltré un peu tout ça, dans le but de remplir notre mission, notre campagne. Je crois que, sans dire de bêtises, les règles sont un petit peu évolutives en fonction des parties. Et puis, bah voilà, le but, évidemment, c'est de remporter notre mission et notre objectif. Voilà. Je ne me suis pas renseigné énormément, mais en tout cas, par contre, ce que j'ai entendu, c'est quand même un jeu très thématique historiquement. Donc, si vous aimez l'histoire de la guerre, etc., ça peut vraiment beaucoup vous parler. Et c'est un joli jeu aussi, hein, voilà. Un très joli jeu. Voilà, Black Orchestra. Ensuite, le dernier jeu du 26 mai, mais après on passe aux extensions, c'est La mort aux trousses de chez Renegade Games. Et on termine donc avec un jeu solo qui est, je crois, pas mal attendu. Donc on va se retrouver dans un monde à la Mad Max. Hein, je ne sais pas si vous voyez un peu les grosses voitures, etc. Voilà. Et donc on va être dans un univers donc totalement post-apocalyptique et apocalyptique, merci. Et on va piloter une voiture, voilà. Et on va devoir se barrer. On doit traverser tout un désert et évidemment on va se faire poursuivre et on va devoir tuer tous ceux qui nous poursuivent. Donc, comment va fonctionner le jeu? Je vais vous expliquer ça rapidement. Ça se joue principalement à l'aide de dés. 22. Alors, est-ce que j'ai une image avec les dés? Là, je pense que ça, c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, ça va être notre véhicule, en fait, qui est représenté. Alors là, il y a déjà pas mal de cartes qui sont présentes dessus, mais en fait, faut que au milieu, c'est notre moteur. Ici, c'est les 4 roues. Et ici, l'avant, l'arrière et les portières. Voilà, exactement. Ça, là, c'est les ennemis qui nous entourent, qui nous battent. Ils vont essayer de nous tuer. Mécaniquement, on va avoir plusieurs tours de phase dans le jeu. Première phase, on va pouvoir utiliser des dés pour piocher des cartes, un peu équiper notre véhicule. Deuxième phase, on va se faire attaquer et on va devoir tuer les adversaires qui sont autour. Et eux, évidemment, vont nous attaquer. Il y a une mécanique assez intéressante où ici vous voyez qu'il y a des barres rouges sur les côtés. Si on a bien positionné notre carte, on va faire des dégâts supplémentaires sur les véhicules. Parmi les actions qu'on a fait, on va pouvoir utiliser les capacités spéciales de nos compartiments. On va pouvoir réparer notre véhicule s'il a été endommagé. On va pouvoir carrément le réparer entièrement s'il est en flammes. Il y a des cartes en flammes, là vous voyez, qui sont là-haut, qu'on va venir mettre dessus quand on nous a détruits. On perd la partie si notre moteur est détruit. On gagne la partie si on arrive à survivre à 3 manches. Sachant que les manches montent crescendo. Première manche, un peu de monstre. Deuxième manche, un peu de plus. Et troisième manche, une sorte de méga boss à devoir tuer. C'est un jeu pur solo sur lequel on va devoir vraiment réfléchir comment j'utilise mes dés stratégiquement.
sachant que je sais que quand on pose le dé exact de la valeur, je vais déclencher le bonus qui est en haut. Donc là, si je pose exactement un 4, je déclenche le bonus. Si je pose un 5 ou un 6, j'ai le droit de poser un chiffre supérieur à ce qu'il me demandait, je vais juste déclencher la carte. Voilà. Et ça va être un jeu de stratagème, tout ça, où on va vraiment essayer d'agencer tout ça, d'essayer de tuer nos adversaires et de tout gérer. Voilà. Voilà ce que ça va être la mort aux trousses. C'est vraiment très malin, ça prend pas beaucoup d'espace. Et voilà, ça c'est les jetons qui symbolisent les dégâts en fait qu'on a subis ou qu'on fait subir à nos adversaires. Donc là vous voyez un véhicule qui commence à prendre feu. Là vous voyez il a quand même 3 roues en feu. Hein, voilà. Et je pense que on se sent bien dedans niveau thématique. Voilà, thématiquement je pense qu'on y est beaucoup. Là vous voyez au début comment est un peu notre véhicule quand on n'a pas mis des pouvoirs, qu'on n'a pas upgradé notre véhicule. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur la mort aux trousses qui est... nous c'est un jeu solo donc voilà on va pas vous le présenter mais je pense que les joueurs solo devraient beaucoup s'intéresser à ce jeu qui doit vraiment valoir le coup. Voilà ce que je peux vous dire sur la mort aux trousses dont l'auteur est Scott Adams et l'illustrateur Brett Parson et The Warden. Alors, Final Girl, la colo de l'horreur. Du coup, Don't Panic Games. Donc Final Girl, il y en a plusieurs qui sortent de Final Il y en a Girl. 2. Voilà, donc on va avoir la boîte de base. Et la colo de l'horreur. Et la colo de l'horreur. Et je vous rappelle qu'il y avait donc le kit de démarrage qui était sorti déjà la dernière fois, qui vous a permis d'y jouer. Donc la colo de l'horreur qui va être une extension et la boîte de base qui vous permet juste de jouer au jeu de base sans avoir le kit de démarrage qui vous donnait un peu plus de choses. Ça. Campagne de Harpie la Loup, donc une extension pour Etherfield qui vous rajoute une campagne, une suite de campagnes. Vous allez sûrement incarner une harpie et la loup. Voilà. Hans Hand. Ice Hand. Hans Hand. Ice Hand. Secret enfoui de chez Matago. Non, c'est A-N-D. Ah non, c'est E-N-D. C'est bon, c'est donc bon. une extension pour Ice Hand encore, qui continue de marcher, qui est toujours bien, et qui rajoute donc 150 cartes et Nemesis inédites dans ce fameux jeu. Donc Secret enfoui. Ensuite, on passe au 12 mai. Donc, l'extension de la Cathédrale Rouge recruteur de chez Yellow. Alors, je pense que ça, c'est une extension qui est assez attendue. Cathédrale Rouge. On n'y a pas joué. Cathédrale Rouge est un jeu qui a beaucoup marché, qui va donc apporter les recruteurs, donc qui a priori va apporter ici ce plateau supplémentaire qu'on voit là-haut, où on va pouvoir sûrement faire plein de nouvelles choses intéressantes. Et on voit ici qu'on a des nouvelles cartes et des nouveaux jetons. Donc, je pense que ça va venir rajouter un peu plus de dilemmes et de choix dans la Cathédrale Rouge. Qui était déjà un très très bon jeu. Ensuite, l'extension de Mindbug de chez Yellow. Alors, celle-ci, je vais m'arrêter 2 minutes, parce que ça, c'est une extension que je vais me procurer, étant un grand fan de Mindbug. Et cette extension rajoute tout simplement des cartes supplémentaires, des nouveaux monstres, des nouvelles mécaniques avec peut-être des nouveaux mots-clés. Et aussi, ça vous rajoute 4 Mindbugs supplémentaires pour pouvoir jouer au jeu jusqu'à 4 joueurs. Donc voilà. Par contre, je tiens quand même à signaler que je trouve que l'extension est un peu chère parce que 9 € pour 30 cartes, c'est un peu cher. Ensuite, l'extension de Saturne série B, justement. Donc Saturne série B, donc une extension du jeu de Saturne qui sort exactement en même temps que Saturne en fait. Comme c'était un Kickstarter, vous savez souvent ça sort en même temps. Cette extension, donc si vous aimez le jeu de base ou si vous voulez, voilà. Elle vous rajoute en fait plein de nouvelles cartes scènes, ça vous rajoute des nouveaux personnages et ça va vous rajouter aussi des nouvelles tuiles. Voilà, donc pour plus de rejouabilité et plus d'enjeux. Ensuite, on passe au 19 mai avec les extensions Zombicide Undead of Alive. Donc il y a Running Wild et Ger and Guns. Donc 2 extensions pour Zombicide, bon, je vais pas m'attarder dessus, c'est Zombicide, hein. Vous savez qu'à chaque fois, voilà, donc Undead or the Live, Girl and Gun et Running Wild, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc 2 extensions pour le Zombicide, Undead or Alive. Ensuite, Tapestry. Tapestry. C'est pareil. Alors, Fiction et Futur, de chez Donc, Matago. voilà, Tapestry, Fiction et Futur. Donc, une extension, donc la 3e et dernière extension pour le fameux jeu qui est Tapestry. Ensuite, on passe au 26 mai. Il nous reste 2 jeux. Wishstone Full Moon.
Donc celle-ci, ça fait 40 fois qu'on vous l'annonce. Je ne sais pas si elle va sortir un jour. Donc Wishtoon Full Moon, donc une extension pour le jeu de Wishtoon, donc qui sort le 26 mai, normalement. J'ai mal fait mon travail. Et donc l'extension La mort aux trousses, toxique. Donc La mort aux trousses étant aussi un Kickstarter de base, ça arrive directement avec une extension toxique. Donc cette nouvelle extension, cette fois-ci, va ajouter les ravages de la bombe atomique et donc les retombées radioactives en fait que ça vous apporte. Et donc ça nous apporte 3 nouveaux chapitres inédits dans une campagne, puisque La mort aux trousses est donc une campagne. Voilà ce que je peux vous dire sur les extensions. Et sur les futures sorties de mai. Et donc nous avons fini tous les jeux qui sortent en mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.